Bonjour à tous. Faut-il mieux surveiller les assurés? C'est la question que devra trancher le peuple le 25 novembre. La nouvelle loi sera soumise en votation populaire et doit permettre aux assureurs de pouvoir surveiller les assurés, les clients qu'ils soupçonnent d'abus ou de fraude. Pour en parler, deux invités aujourd'hui, à commencer par Amélie Cherbouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste au Grand Conseil. À vos côtés, Mathilde Maillard. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du PLR lausannois. On commence avec vous, Mathilde Maillard. Cette loi, elle répond à quels besoins concrets? Alors déjà, j'aimerais rappeler qu'on a beaucoup de chance en Suisse, c'est qu'on a un système de sécurité sociale qui fonctionne bien, dont on est fier, qui est basé sur la solidarité. Donc chaque mois, il y a des salariés, des employeurs qui cotisent pour assurer des prestations à ceux qui en ont besoin. Maintenant, il y a quelques cas, ils sont rares, mais ils existent, où des gens, justement, bénéficient de ces prestations alors qu'ils n'y ont pas droit. Et ça vient rompre la confiance qu'il y a dans le système. Et il faut se donner les moyens de lutter contre ces quelques cas qui viennent rompre cette confiance. Et c'est pour ça que répond cette loi, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est exactement à ça que répond cette loi sur laquelle on votera le 25 novembre. Donc il y a un vide juridique? Il y a un vide juridique au niveau légal, parce que la pratique existait déjà avant, mais il n'y avait pas de base légale claire. Et ça, la CEDH nous a condamnés pour ça, pas sur la pratique en tant que... La Cour européenne des droits de l'homme. Oui, la Cour européenne des droits de l'homme nous a condamnés là-dessus, pas sur la pratique en elle-même, mais sur l'absence de base légale. Et c'est pour ça que le Parlement a travaillé et nous présente aujourd'hui une base légale claire qui pose un cadre strict et clair, effectivement, sur ce sujet-là. Amélie Cherbouin, on va préciser, vous ne faites pas partie du comité référendaire qui s'oppose justement à cette loi, mais vous travaillez dans le domaine social. Qu'est-ce que vous répondez à ce besoin, on va dire, justement d'une base légale? Ça semble partir d'un bon sentiment, a priori. Oui, la base légale ne pose pas de problème en soi d'en mettre une. La difficulté, c'est que ce qui a été reproché dans la base légale qui précédait cette proposition, c'était qu'il n'y avait pas de mention sur la durée, il n'y avait pas de cadrage justement sur la possibilité ou l'étendue des moyens de surveillance. Cette loi, elle ajoute beaucoup d'éléments qui n'étaient pas utilisés avant, et notamment de manière tout à fait officielle, elle autorise la délégation de tâches qui sont éminemment régaliennes à des institutions privées telles que des détectives privés. Et ça, c'est un problème qui est vraiment important parce qu'on ne peut pas déléguer quelque chose d'étatique à des privés sans surveillance. Voilà, et là on touche directement le cœur du débat. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Quel genre de tâches régaliennes reviendraient à des détectives privés et qui seraient, selon vous, de la tâche de la police? Lorsqu'il y a fraude ou soupçon de fraude, eh bien, on contrevient à des articles pénaux, et ce n'est pas par le biais de détectives privés qui vont faire des surveillances que cet élément doit être mis en avant. Chaque institution ou chaque assurance, elle peut d'elle-même, elle a suffisamment de moyens pour effectuer des contrôles, notamment médicaux. Il y a des centres de recherche, il y a des centres d'études où les personnes sont convoquées pour pouvoir faire des investigations, et à mon avis, ça suffit. Alors, on va préciser que cette loi concerne autant l'assurance invalidité que les caisses maladie, que l'AVS, que l'assurance chômage ou les prestations complémentaires. Mathilde Maillard, sur cet élément-là, le texte est assez clair, on peut surveiller dans des lieux privatifs pour autant qu'ils soient librement visibles, jardin, balcon, par exemple. Ce n'est pas une atteinte à la vie privée? Alors juste pour revenir peut-être sur la délégation de tâches régaliennes, je crois que ce n'est pas le seul domaine dans lequel on le fait. Il y a beaucoup d'autres domaines où l'État délègue à des privés des tâches étatiques. Pour prendre un exemple qui m'est familier, parce que je suis étudiante en droit, les notaires. Eux, ils accomplissent des actes officiels, ce sont des privés. Et là, en fait, on est en train de donner ça aussi aux assurances privées. Mais il faut encore préciser une chose. Les assurances, elles ne sont pas comme ça toutes seules dans la nature. Elles sont quand même soumises à la surveillance de l'OFAS. Donc il y a quelqu'un au-dessus, voilà, qui pourra cadrer et faire en sorte que cette base légale, si elle est acceptée, soit mise en œuvre de manière correcte. Et puis pour ce qui est votre question de savoir si ce n'est pas une atteinte à la vie privée, je crois que dans la mesure où cette loi pose un cadre clair, et dans la mesure où on a aussi une jurisprudence du tribunal fédéral qui a déjà déterminé, et qui va continuer à s'appliquer, qui a déjà déterminé ce que c'était la sphère privée protégée, et là où on avait le droit de surveiller ou pas, je pense que non, il n'y a pas d'atteinte à la sphère privée disproportionnée. Mais Mathilde Maillard, quand on a des cas, par exemple, de fraude fiscale, c'est du pénal, c'est toute la chaîne de la procédure pénale qui s'enclenche. Là, on parle de fraude alors aux assurances sociales, mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas finalement du pénal aussi? Alors ça l'est, en l'occurrence, mais du coup,
coup, pourquoi ce n'est pas la même procédure qui est mise en place? Alors je crois qu'il faut bien distinguer la procédure pénale de la procédure administrative. Le juge pénal, il est là pour réprimer. Il continuera à le faire parce que la fraude à l'assurance, c'est bien une infraction pénale. L'administration, elle est là pour déterminer s'il y a un droit aux prestations ou s'il n'y a pas de droit aux prestations. Donc on n'est pas en train de mélanger les domaines, c'est chacun a ses compétences. Pourquoi maintenant c'est utile de donner un peu plus de marge de manœuvre, ouais, de pouvoir au niveau de l'administration, au niveau des assurances? C'est principalement pour une raison de temps, parce qu'une instruction pénale, ça prend énormément de temps. Et là, il y a un intérêt à ce que les choses aillent un peu plus vite, et ça permet aussi d'avoir les choses un peu plus vite. Et il ne faut pas oublier qu'en dernier recours, il y a toujours le juge qui existe. Hein. Si un assuré se voit couper ses prestations, il peut faire un recours au juge et le juge va aussi pouvoir trancher en fonction de toutes les circonstances de l'affaire. Il y a des garde-fous, c'est ce que vous nous dites oui, en l'occurrence oui, dans le cadre de cette nouvelle loi. Amélie Cherboin, Mathilde Maillard a évoqué le terme de solidarité tout à l'heure, la question de la confiance. Est-ce que finalement, ce n'est pas dans l'intérêt de tout le monde qu'il y ait un système qui soit mieux contrôlé, en l'occurrence, pour éviter les abus? Mais moi, je ne suis absolument pas contre les contrôles. Là, en l'occurrence, vous faites référence à une délégation près des notaires. Ça n'a strictement rien à voir. Les notaires, ils ont une formation effectuée en bonne et due forme. Les détectives privés, ils n'ont aucune formation réglementée en Suisse. Ils ne sont même pas soumis à autorisation d'exercer. Il n'y a que 2 cantons qui accordent des licences et c'est uniquement sur la base de la présentation d'un certificat de bonne vie et mœurs et il ne faut pas avoir de poursuite. Donc je pense que c'est 2 professions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et voilà, disons, déléguer des tâches aussi importantes à des personnes qui ne sont même pas formées, ça me paraît juste aberrant. Et sur la question de la solidarité? Et alors la solidarité, ben oui, solidarité, elle existe, mais elle va dans les 2 sens. Aujourd'hui, si on parle de l'AI n'arrête pas de couper dans les prestations. À chaque révision, il y a de moins en moins de prestations qui sont versées. Je crois que l'inverse est aussi vrai. Il y a beaucoup de personnes qui auraient droit à l'AI et qui n'y ont pas droit parce que l'AI a donné des refus. Et alors que ce sont des personnes qui vraisemblablement et véritablement sont en incapacité de travail. Alors si ça allait dans les 2 sens, mais ce n'est pas le cas, c'est vraiment qu'une enquête à charge et il n'y a pas de possibilité dans l'autre sens. Mathilde Maillard, est-ce qu'à l'inverse, on n'amène pas avec cette loi, en l'occurrence aussi avec cette campagne, une sorte de suspicion généralisée sur les personnes qui sont, par exemple, à l'aide sociale? Alors moi je pense que c'est justement l'inverse. Si on veut maintenir la confiance qu'on a dans le système, la confiance que vous travailleurs avez, que votre argent est utilisé pour des gens qui en ont besoin, il faut aussi qu'on puisse lutter contre ceux qui n'en ont pas besoin et qui en bénéficient. Et il n'y a que comme ça qu'on va permettre de garder cette confiance générale et pas de jeter un doute sur l'ensemble des assurés. Amélie Cherboin, il y a un argument qu'on entend assez souvent, et c'est le cas aussi dans cette campagne, à l'interne même des associations, par exemple, c'est le cas des associations d'aide aux personnes handicapées, on entend un peu des propos dire, mais finalement, si je n'ai rien à cacher, j'ai aucun problème à ce qu'on vienne vérifier et surveiller ce que je fais. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces personnes? Parce que ce qu'on ne se rend pas bien compte, c'est que comme les détectives privés sont à charge, ils sont payés pour retrouver quelque chose, parce que sinon ils n'auront pas les mandats. Hein. On peut bien se rendre compte que s'ils ne trouvent rien, ils ne vont peut-être pas être mandatés derrière. Donc ils vont chercher. Pendant 1 année, ils peuvent faire cette enquête. Et donc en 1 année... suivant comment une période vous êtes un petit peu mieux, il y a plein de maladies évolutives, il y a des périodes où vous êtes bien, des périodes où vous êtes moins bien. Ça ne veut pas dire que vous pouvez travailler. Et par contre, on va vous prendre en photo juste le jour où vous êtes bien, parce que voilà, planqué derrière une haie, ça va être la photo qui va permettre de couper les prestations. Et pourtant, Madame Maillard nous dit qu'en l'occurrence, il y a des garde-fous. Si on n'est pas d'accord et que justement on est dans ce cas-là, on pourrait faire appel, par exemple, à un juge, faire recours. Oui, mais alors il se passe quoi? Vous avez tout d'un coup des prestations qui s'arrêtent. Vous devez faire recours. En général, les gens qui sont à l'AI, ce n'est pas des personnes qui roulent sur l'or. Résultat, elles doivent demander, et souvent elles ne l'obtiennent pas, une assistance juridique pour pouvoir faire les démarches. Elles doivent payer un acompte pour pouvoir l'obtenir. Ensuite, il y a toujours évidemment le temps de faire tous les documents. Elles n'ont plus rien pour vivre, elles viennent à l'aide sociale. Elles sont aidées à l'aide sociale pendant des mois. Et pendant des mois, il y a une procédure qui est enclenchée. Résultat, toutes les prestations, eh bien, qu'elles soient assurantielles, elles échouent au canton, aux finances cantonales et à la péréquation. Après les communes rurales, il y a trop d'argent. C'est ce qu'on voit sans arrêt. C'est un transfert de charges entre les assurances et l'aide sociale, parce qu'il ne faut pas croire que ce n'est pas parce qu'on supprime une rente que la personne, le lendemain, elle va retrouver du travail.
Alors, ce que nous dit Amélie Cherbonne, si je comprends bien, Mathilde Maillard, c'est de dire, OK, il y a des garde-fous, effectivement, mais il y a un cercle qui s'enclenche, et du coup, au final, c'est vous et moi qui payons la facture qui peut être salée. Mais je vais peut-être juste rappeler quelques chiffres. Ceux de l'EFAS, en l'occurrence, c'est 150 cas d'observation par année. C'est les chiffres officiels qui ont été publiés dans mais qui pourraient être beaucoup plus importants dans le cadre de cette nouvelle loi. Alors ça, je ne pense pas, parce que avant, c'est les chiffres à l'époque, quand on avait la pratique qui existait, qui était établie. Maintenant, on fait une nouvelle loi qui reprend cette pratique, mais de manière encore plus cadrée. Donc je ne pense vraiment pas qu'il faut croire qu'il y aurait une explosion des mesures de surveillance. Ce n'est pas non plus dans l'intérêt des assurances. Pourquoi ? Parce que ça coûte quand même de l'argent de faire ces mesures de surveillance. Il y a un élément de co-opportunité, a priori. Et puis aussi, et surtout, parce que cette base légale est conçue comme une ultima ratio. Et donc, pour rebondir sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, ça concerne la partie générale des assurances, donc toutes les assurances. Non. En théorie, oui, mais justement pas parce qu'elle est conçue comme une ultima ratio, et que donc toutes les autres assurances qui peuvent utiliser d'autres moyens, par exemple l'assurance maladie peut utiliser les factures, puisqu'elle rembourse sur facture, elle n'aura pas le droit ni l'intérêt d'utiliser des détectives. Ça concerne principalement que les deux assurances qui versent des rentes. Ouais. Amélie Cherbonne, finalement, de ce qu'on comprend, c'est qu'on fait beaucoup d'histoires pour pas grand-chose. Oui, parce que le nombre de personnes à l'AI en Suisse, c'est plus de 200 000 personnes. Effectivement, les contrôles, on dit 150. 150, c'est 1%, à peine 1%. Et puis, dans ce 1% et ces 150, il y en a que la moitié qui ont pu obtenir réellement des prestations qui ont été indûment versées. Donc, on en est au 0,03%. Je trouve que de mettre dans une base légale des éléments aussi tendancieux que, justement, la délégation à des privés pour une aussi petite efficacité, ça me paraît juste disproportionné. Alors là, on touche à un autre point qui est évoqué par les opposants, Mathilde Maillard, c'est la puissance et l'importance des lobbies, des assureurs en l'occurrence, notamment au Parlement, puisqu'au départ il s'agissait juste au niveau de la loi de pouvoir régler cet élément-là qui manquait au niveau de la loi, et finalement on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus large, qui concerne quasi toutes les assurances sociales, sur le poids et l'importance de ces lobbies. Alors ça, je pense, c'est pas une question de lobby, c'est une question un peu de systématique juridique. On a fait une loi sur la partie générale des assurances qui va coordonner les assurances sociales en général. Mais c'est une loi qui a été, pardonnez-moi, votée au Parlement. Il y a forcément un aspect politique qui est très bon. Oui, mais parce que c'est utile d'avoir une loi qui coordonne, parce que c'est une loi qui va expliquer toutes les notions qui sont communes aux assurances, ce que c'est l'invalidité, ce que c'est la maternité. C'est une loi qui va régler la procédure aussi, comment on recourt au juge s'il y a un litige ou un désaccord, quels sont les moyens de preuve autorisés, et donc une base légale sur la surveillance en cas de soupçon de fraude à l'assurance a toute sa place dans cette loi sur la partie générale des assurances. Amélie Cherbonne, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est, dans ce cas-là et de manière générale dans d'autres cas aussi, dans une sorte de chasse aux sorcières ? Oui, alors effectivement, c'est comment est-ce que les assurances peuvent payer le moins possible ? On est vraiment là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, déjà, obtenir une rente, c'est la croix et la bannière. Mais pardonnez-moi, on pourrait dire que si les assurances payent moins cher, peut-être que moi je vais payer une prime moins chère aussi. Alors, peut-être que vous allez payer une prime moins chère, vous allez payer plus d'impôts parce que ces gens-là sont en l'aide sociale. Et on arrive de nouveau sur ce cercle dont vous parliez tout à l'heure, Amélie Cherbonne. Il y a un élément, on va peut-être terminer là-dessus, c'est au niveau de comment se présente la votation du 25 novembre. Dès le départ, les sondages étaient très clairs, les derniers sondages aussi. Manifestement, ce sera clairement un plébiscite pour cette loi. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On ne va pas faire évidemment l'analyse post-votation avant qu'elle n'ait lieu. Mais là, il y a très peu de chances que ça passe. Comment vous l'analysez il y a très peu de chances qu'en l'occurrence votre camp le remporte plutôt. Comment vous l'analysez cette position de la population sur ces questions-là ? Alors moi je comprends que la population s'imagine et croit que les prestations, elles sont chères parce qu'il y a pléthore d'abus. Alors, je pense qu'elle se trompe. Alors maintenant, si effectivement cette loi, elle passe, eh bien, il y aura d'autres aménagements qu'il faudra mettre en place, notamment une certaine réglementation sur la surveillance au niveau cantonal, comme ça l'a été fait pour les agents de sécurité, où il y a eu un concordat, où il y a eu des exigences qui ont été mises en place, notamment, je ne sais pas, les videurs de boîtes de nuit. Ils ne peuvent plus exercer sans avoir une autorisation cantonale et avoir passé un examen, etc. Donc je pense que ce sera le minimum. Juste sur ce point-là, sur cet aspect-là, finalement, c'est plutôt un mal pour un bien ?
Alors, on espère simplement qu'il n'y aura pas abus de la part de l'assurance, qui, au moindre petit soupçon, va couper les rentes, parce que c'est un petit peu ça qui m'inquiète. Du fait qu'il est bien précisé que s'il y a un soupçon et que l'assurance n'a pas coupé les rentes, elle n'a pas le droit de demander en remboursement rétroactif ces montants-là. Donc au moins de soupçon, les rentes vont être coupées, ça c'est sûr. Et là, on arrive aussi sur l'aspect humain, Mathilde Maillard, au-delà du système, au-delà de l'importance effectivement d'anticiper, de pouvoir de faire en sorte que ces abus soient sanctionnés, ça c'est une chose. Mais là, on est dans le cadre de populations extrêmement précaires, c'est ce que nous disait Amélie Cherboin. Est-ce qu'on ne tape pas encore plus sur les gens les plus faibles et finalement, il y a peut-être d'autres moyens de gagner en efficience? Non, je ne crois pas parce que... Alors ça concerne très peu de cas et c'est tant mieux, ça veut dire que notre système fonctionne bien. On laisse de toute façon jamais en Suisse quelqu'un dans la misère la plus totale. Maintenant, il faut bien quand même prendre conscience que l'assurance invalidité et l'assurance accident doivent être octroyées quand la personne y a droit. Et il n'y a pas de raison qu'on autorise, même si ça concerne que, vous nous avez dit, 0,3% des cas, il n'y a pas de raison qu'on laisse 0,3% des cas bénéficier de ça s'ils n'y ont pas droit. Et ça, non, j'ai pas... honte de le dire. Ouais, et ça, c'est un élément qu'on entend beaucoup, effectivement, du camp adverse, c'est-à-dire, mais oui. C'est un aspect qui est assez clair. Oui, mais 0,3%, ok, c'est peu, et puis parallèlement à ça, c'est une question médicale. Je veux dire, on a des médecins, et c'est eux qui évaluent et qui font une expertise pour savoir si la personne qui a cotisé pour avoir une assurance, eh bien si à un moment donné, elle a droit à cette assurance, et le médecin, il a tout son rôle là-dedans. On parle que des assurés, mais les médecins, ils font quoi s'ils n'ont pas pu évaluer que la personne, elle est totalement en capacité de marcher alors qu'elle se dit être en chaise roulante? Je pense qu'il y a aussi un problème médical qu'il faudrait investiguer sur un autre plan. Mais les médecins se prononcent aussi sur la base des résultats des enquêtes. Donc ce n'est pas les enquêteurs qui déterminent si la personne a le droit ou pas à une prestation, hein. C'est les médecins qui... Ils ont leur mot à dire. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça sous-entend que les enquêtes, elles se feront même pendant l'investigation de la personne qui va demander des prestations de son assurance. Moi, je trouve que c'est grave. Dans quelle mesure? Parce qu'on paye une assurance pour, quand on est en problème, que notre revenu mensuel soit assuré. Si c'est pour attendre qu'une enquête soit menée parce qu'on demande le droit qu'on a, puisqu'on a cotisé, je trouve un peu difficile. Parce qu'il y a un effet suspensif? Alors sur l'enquête, évidemment, si on attend qu'une enquête soit menée pour pouvoir ensuite accorder une prestation, ça prend déjà pas mal de temps, ça prend presque une année. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Si on prend l'AI, par exemple, ça peut prendre des mois et des mois, sans qu'il y ait forcément d'éléments liés à des fraudes ou quoi que ce soit. Non, ça prend du temps, mais pourquoi? Parce que justement, déjà, les offices AI ont du mal à suivre dans leurs expertises. Ça prend des mois, ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous. Donc je crois que c'est là qu'il faut travailler. Et puis pas, si on rajoute là-dessus encore des enquêtes, on n'aura pas fini. Mais il faut, on l'a déjà précisé, mais il faut le rappeler que c'est l'ultime ratio, ces mesures de surveillance. C'est pas, on ne sait pas trop où on y va, on essaye quand même. C'est en cas de soupçon de fraude fort. Mesdames, on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup pour votre participation. Votation donc le 25 novembre. Parmi d'autres objets de votation, on en a parlé d'ailleurs sur ce plateau, la loi sur la surveillance des assurés. Réponse donc pour le résultat le 25 novembre. Merci beaucoup, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur NRTV.